sens pour nous de faire un meeting international au moment de cette école parce que tout notre projet, vous l'avez vu un petit peu sur les t-shirts qui sont en bas, c'est des nouveaux t-shirts, on les a imprimés il y a vraiment pas longtemps du tout. Et si vous regardez bien les t-shirts, autour de l'étoile rouge, il y a marqué voilà, une tendance pour une internationale révolutionnaire. Moi, le but un petit peu de ce topo, c'est expliquer voilà, ce qu'on est en train de construire ensemble dans cette école avec les camarades d'Isar, avec les camarades d'Ogde, avec les camarades de tout un certain nombre de pays dans le monde, et qui est cette tendance pour une internationale révolutionnaire. Alors d'abord, pourquoi quand même je pense qu'on a eu un certain nombre d'ateliers ici où c'est un peu clair pour tout le monde, mais ça paraît évident qu'on vit dans un monde avec un capitalisme mondialisé, et on en a parlé dans différents ateliers, mais les capitalistes, même si parfois ils utilisent le racisme, la xénophobie, quand il s'agit d'être internationalistes entre eux, quand il s'agit de se filer des coups de main, ils ne connaissent pas de patrie, et ils ont des organisations pour les défendre, on les connaît tous, le FMI, la Banque mondiale, l'Union européenne. Donc les capitalistes, ils sont très organisés à l'échelle internationale et aussi à l'échelle européenne. Le capitalisme, il n'est pas français, il n'est pas espagnol, il n'est pas chinois, il est international. Et tous ceux qui dans nos pays nous disent défendons le travailleur français ou le pain du travailleur français comme Mélenchon chez nous, c'est des sirènes que nous on n'écoutera jamais. On sait que ce système il est international et que la lutte des classes l'est aussi. On a parlé des flux et des reflux qu'on a. En ce moment, en France, on peut dire que c'est chaud un petit peu la lutte des classes. On en a parlé, on a nos slogans, on est nombreux cette année à l'école, après toutes les grèves qu'on a eues, la grève à la poste, la grève des jeunes. Mais il y a quelques années, quand on avait ce type d'école, ben, c'était les Grecs, c'était les Espagnols qui menaient un combat hallucinant contre les politiques austéritaires après la crise de 2008, avec les marées dans l'État espagnol, avec syntagme, avec des grèves générales très dures. Et à l'époque, c'était chez eux que les mobilisations étaient les plus fortes. Mais s'il y a des développements comme ça, alors nous on dit c'est un développement inégal, quoi. C'est un développement inégal selon les pays, et c'est normal, parce qu'il est combiné, parce que les capitalistes ils combinent le développement du capitalisme. Le meilleur exemple de ça, c'est la colonisation. Les inégalités, elles ne viennent pas comme ça par hasard. Le capitalisme, ce qu'on nous apprend quand on est petit, c'est que s'il y a des inégalités dans le capitalisme, c'est qu'un jour, bon voilà, les pays colonisés pourront se développer. Mais c'est pas ça la vérité. S'il y a un développement inégal, c'est parce qu'il est combiné. Nous on appelle ça le développement inégal et combiné, mais pas seulement et combiné, parce qu'il est combiné. Parce qu'il y a des pays dominants, comme la France, qui est un pays impérialiste. Je suis français, je peux en parler, mais on a des camarades nord-américains dans la salle. Ils connaissent un petit peu aussi, ils viennent un petit peu d'un pays impérialiste. Des pays qui font tout pour maintenir la domination sur les pays qui sont dominés. Et les inégalités, elles ne sont pas là par hasard. Elles sont maintenues par les capitalistes. Et si on veut un jour renverser le capitalisme, ben, il faudra jouer sur tous les tableaux. Et pas seulement chacun dans nos pays. Si y a voilà, comme ça un capitalisme qui est connecté, ben, ça veut dire que nos luttes aussi elles sont connectées. Qu'il y a une interaction des fronts de lutte. Que quand il y a une lutte qui est menée dans un pays, elle a des conséquences sur les autres. Quand il y a une lutte qui est menée contre une guerre impérialiste, si cette lutte elle est gagnée, ça peut avoir une conséquence dans le monde entier. Et c'est ça qui rend nécessaire, non pas seulement parce qu'on pourrait se dire on se connaît, on a des luttes chacun dans nos pays, on traduit nos textes respectifs, on se fait des petits journaux et on se fait un petit réseau. Vous savez, il y a plein de petits réseaux. En France, il y a le Monde diplomatique, c'est un très beau journal, le Monde diplomatique. Il y a plein de choses sur ce qui se passe dans tous les pays, des très belles analyses. Mais c'est un réseau, c'est une analyse de la situation, ça ne permet pas d'intervenir. Ça ne permet pas d'intervenir sur le cours de la lutte des classes à l'échelle internationale. Et nous, vu que le capitalisme est mondialisé, vu qu'on est face à des gens qui sont organisés, on pense que nous, on doit construire pas seulement des réseaux, mais une organisation mondiale pour combattre le capitalisme. Ce qu'il nous faudrait, et ce qu'il nous faudra pour gagner, c'est une organisation mondiale pour combattre le capitalisme, ce que nous, on appelle une internationale. Bon, voilà.
c'est ce qui nous amène à avoir fait tout le boulot qu'on fait ici. Nous, ce travail international, on l'a mené un certain nombre de camarades espagnols, de camarades grecs, de camarades français, de camarades des États-Unis, depuis des années, dans une internationale qui s'appelle la 4e internationale. Il y en a plein, des 4e internationales. C'est la tradition qu'on dit du secrétariat unifié. Et on a mené un combat dans cette internationale. Je crois que vous avez tous compris avec ce qui vient d'être dit là. C'était quoi ce combat? C'est que dans tous les pays, il y a les mêmes débats chez les anticapitalistes et les révolutionnaires. Et en gros, moi je vais vous donner 2-3 moments qui, plutôt que de partir dans des grandes explications théoriques, on a un texte international. Et on vous invite tous à le lire, il est traduit dans toutes les langues pour ceux qui ne l'ont pas fait. Mais parler de comment on s'est créé. La première initiative internationale qu'on a prise, bien avant la campagne là, qu'on a menée de solidarité avec la grève de la Poste, c'était en solidarité avec des gens qui avaient été arrêtés, à Athènes. Parce que si vous vous souvenez, quand Tsipras il avait trahi, c'était un truc très concret. Il avait dit, on fait un référendum. Si le non gagna, nous à l'époque on a un peu appris de grec, parce que non c'était Ori, c'est la campagne pour le Ori. Donc que Michalis, que Manon, que tous les camarades des Spartakos avaient mené. Le non à l'austérité, il avait gagné, mais de manière ultra majoritaire dans le pays, parce qu'évidemment, quand on est travailleur en Grèce, dire oui à l'austérité, c'était un petit peu compliqué. Mais Tsipras, juste au lendemain de ce référendum, il y avait le non à l'austérité, et il s'est littéralement torché avec le résultat du vote, et il a mis en place l'austérité que les Grecs venaient de rejeter. Ben, il y a des gens qui ont fait des manifs pour ne pas réclamer un truc de fou, pour réclamer juste que ce qui était demandé par le peuple grec et les résultats du référendum, que le gouvernement de Syriza en Grèce avait lui-même demandé, soient respectés. Mais ceux qui manifestaient pour ça, c'était quand même assez simple comme revendication, évidemment, et nous on n'est pas étonnés dans cette salle de le savoir, ils se sont pris la police dans la gueule, ils ont terminé pour un certain nombre en tôle, et Michalis qui est là, à cette table et qui vous a fait le topo, ben lui, il a terminé en tôle, il a été arrêté pendant les manifestations qui défendaient les résultats du non de gauche en Grèce. Il risquait des années de prison. Et qu'est-ce qu'on a fait par rapport à ça? Est-ce qu'on a laissé les camarades grecs qui se battaient contre le gouvernement Syriza et contre le gouvernement de Tsipras seuls dans leur coin? Ils pouvaient risquer des années de prison. Non, on a lancé, et c'est notre première campagne internationale, traduite dans je ne sais combien de langues, en anglais, en français, mais vu qu'ils sont grecs, en grec, en turc, en arabe. Et au final, cette campagne contre la répression, on l'a gagnée. Et quand ils sont arrivés au tribunal, leurs avocats grecs, ils ont amené des centaines de pages avec des signataires venus de France, d'Allemagne, d'Espagne, de Turquie, et ils ont halluciné, ils se sont dit qu'ils avaient un gros problème. Donc ça, c'était notre première petite initiative internationale. Et ça donne un petit peu une idée de qui est-ce qu'on est, quoi. C'est-à-dire que, comme vous l'avez un petit peu compris, avec cette journée qui a démarré par la classe ouvrière et encore les topos qu'on a fait là, toujours du côté de notre classe, toujours du côté des travailleurs, et on pense que la solution, elle viendra de notre classe, elle viendra de la grève générale, et c'est ce qu'on avait défendu en Grèce, elle viendra jamais des solutions institutionnelles, parce que tous les révolutionnaires qui disent, et on en a parlé, qui disent mais c'est trop compliqué, mais la vie elle est difficile, mais construire la grève on n'y arrivera jamais. Mais quand tu dis ça au bout du bout, parce qu'il faut quand même changer la société, tu termines par quoi? Tu termines par dire que la solution, elle viendra des institutions, elle viendra des élections, et ça finit toujours par quoi? Ça finit pas par un espoir, comme il a dit, parce qu'il y avait eu un espoir en Grèce pour Syriza, ça finit dans la gueule des travailleurs, parce que la solution, elle viendra jamais des institutions, et même si c'est compliqué, la solution, elle viendra du camp des travailleurs, elle viendra de la grève. Et c'est ce qu'on avait fait à cette époque en Grèce. Et c'est vraiment notre ADN. Mais ça dit aussi comment nous, on s'est construit. On ne s'est pas construit comme une internationale où à la base, on a lancé des grands textes théoriques. Et on est parti comme ça. On s'est construit par des batailles communes où la solidarité internationale, elle nous a permis, voilà, de nous sortir de situations compliquées, où chacun dans nos pays, on pouvait être dans des situations très compliquées, parce que je peux vous dire qu'en Grèce à l'époque, être contre le gouvernement Syriza et défendre les travailleurs, c'était
super compliqué. Donc la solidarité internationale pour l'isolement et aussi une conception un peu différente de tout ce qui se fait un petit peu à l'échelle internationale sur les groupements internationaux. Construire une organisation, tenter de construire une organisation mondiale comme on le fait dans chacun de nos pays, pas théoriquement, mais dans la chaleur de la lutte. Donc on a démarré comme ça avec la Grèce. Petite deuxième étape, là, toujours dans l'Union européenne, ça a été un moment, vous avez peut-être entendu parler de Podemos, de Pablo Iglesias dans ce camp. C'était au moment où ISAR s'est créé. Parce que quand les camarades d'ISAR, nous on les a connus, ils faisaient partie de la section de la 4e internationale, qui après la crise de 2008 a décidé de participer à Podemos, qui s'appelle Anticapitalistas. Et il s'est passé un truc en Andalousie. Ça paraît, les camarades qui aujourd'hui sont à ISAR, ils ont fait un truc un peu fou. Ils ont dit, pour nous, ça paraît pas être une super idée. Déjà, on est dans Podemos avec Pablo Iglesias, mais il y avait une proposition des camarades d'Anticapitalistas de en plus dire, on va aller à la direction sur la même ligne que Pablo Iglesias. On ne va même pas faire une opposition à Pablo Iglesias, mais on va être sur la même ligne que lui. Vous imaginez un petit peu, c'est comme si nous en France, on était à la France insoumise. Déjà c'est chaud, déjà ça gratte quand même. Mais en plus, dans la France insoumise, on disait oh, il ne faut pas construire une opposition à Mélenchon, quand même c'est chaud. Nous on veut des élus, donc en plus on va se mettre dans la direction avec Mélenchon. C'est ce qui se passait ici en Andalousie, et c'est ce que proposait Teresa Rodríguez et la majorité d'Anticapitalistas. Les camarades, modestement, ils ont dit non. Nous on va faire un truc quand même, on va dire qu'on s'oppose à Pablo Iglesias, comme nous on s'oppose à Mélenchon et à toutes les solutions de ce type-là, réformistes, et au final, d'ailleurs, comme on le voit sur la question catalane ou d'autres, nationalistes. Et pour avoir fait ça, ils ont été exclus d'Anticapitalistas. Ils ont été exclus d'Anticapitalistas, et après, ils ont été exclus de la 4e internationale. Et donc privés de tous liens internationaux. Mais du coup, quand on parle d'exclusion, parce que vous en avez peut-être entendu parler dans le camp, ça paraît un peu théorique, etc. Mais c'était une question très pratique comme ça. Et là, pareil, on s'est dit, on ne va pas les laisser tomber. Et ça a été notre première expression, vraiment, on peut dire cette fois-ci, en tant que courant international, où on a signé un texte de plusieurs pays. C'est vraiment ce moment-là, c'est la première fois qu'on a écrit un texte avec les camarades de Socialist Action US, avec les camarades d'AR en France, avec les camarades d'Ocde Spartakos, avec les camarades qui se disent encore d'Anticapitalistas, et on a dit que c'est inadmissible d'exclure des gens parce que tout bêtement ils veulent s'opposer aux réformistes dans un pays. On est dans une internationale qui est censée être anticapitaliste et révolutionnaire, on nous demande de les garder. Et bon, évidemment, on a mené cette campagne. Bon, vous avez remarqué, ils sont plutôt d'Anticapitalistas, il y a des petits drapeaux avec marqué ISAR, ils ont été exclus, ils ont dû construire une autre organisation. Mais on a essayé de participer à les aider à la créer, et on a créé un regroupement international. Voilà, ça fait partie de ce qu'on est, avec des gens qui sont toujours à la 4e internationale, comme nous en France AR, comme les camarades d'Ocde Spartakos, comme Socialist Action US, dont vous avez vu des représentants ici, mais aussi les camarades, parce que le débat, il est un peu vif entre les révolutionnaires, entre ceux qui veulent en rester aux solutions institutionnelles, et ceux qui veulent choisir le chemin de la grève générale, toujours à l'actualité de la révolution, de l'autre côté, des camarades qui ne sont plus à la 4e internationale parce qu'ils en ont été mis de côté dans des conditions antidémocratiques. Donc il y a les camarades d'ISAR, ici, dans l'État espagnol. Il y a aussi les camarades de Socialist Action Canada. Et avec tous ces gens, après avoir un petit peu s'être connus pendant des années dans des camps de jeunes, les RIGE auxquels ont participé nos jeunes encore cette année, après avoir mené les combats, j'en ai donné deux là, on s'est dit là il y allait y avoir un congrès mondial, que cette fois-ci pour la première fois au congrès mondial de la 4e internationale, secrétariat unifié, toujours, parce qu'on est de diverses traditions ici, il y a des camarades qui n'en font pas partie, on a proposé un texte commun, un texte international, parce que ce n'était pas une question des Français qui n'étaient pas d'accord, des Grecs qui n'étaient pas d'accord, c'est un débat qui traverse tous les révolutionnaires dans tous les pays, et c'est cette plateforme qu'on a créée, cette plateforme qui s'appelait Pour une internationale révolutionnaire, et on est allé avec un certain nombre, avec Mathilde, avec Gaël, avec les camarades d'Ocde Spartakos, avec les camarades de Socialist Action US, au congrès mondial de la 4,
on a défendu le bout de gras, on a défendu l'idée que aujourd'hui dans nos pays, une grève générale qui irait jusqu'au bout, elle permettrait une rupture révolutionnaire, que la classe ouvrière, c'est de son côté que viendraient les solutions et pas d'ailleurs. Alors évidemment, tout ça, c'est très modeste. On n'était pas des milliers au Congrès mondial de la 4e internationale. On avait 2 Grecs, on avait 2 Américains, on avait une personne pour la France, et puis après on avait aussi des camarades qui faisaient partie de la direction. On était 5 délégués, 8 en tout. Sur des dizaines de délégués, on pourrait dire tout ça, c'est petit, quoi. Et c'est pas. Et c'est ce que va dire, par exemple, Anticapitalistas, qui est dans l'État espagnol aujourd'hui. Ils disent qu'ils sont 800, la majorité de la 4. Dire bon, vous êtes petits, nous on assume, on est modeste, on parle de ce qu'on est, des combats qu'on a menés. Mais il y a une réalité, du coup, je vous ai donné un petit peu des chiffres. Mais là, cette année, il y a aussi d'autres chiffres et qui sont un peu plus concrets que des votes à un congrès. Là, cette année, il y avait le camp de la 4e internationale, les RIGE, la majorité de la 4, dans l'État espagnol aussi, au même endroit, vers Madrid. Dans cette section de la 4, Anticapitalistas, où normalement il devrait y avoir 800 personnes, ils sont super nombreux, parce que Podemos, c'est génial. Au final, au RIGE, il n'y a jamais eu, au camp de la majorité de la 4, il n'y a jamais eu aussi peu de personnes que cette année. Voilà, nous on n'est pas là pour s'inventer, c'est dommage. Ils étaient 250. Et nous aujourd'hui, avec les petits moyens qu'on a, alors qu'on vient juste de créer notre tendance internationale, nous aujourd'hui on est plus de 125. Alors ils disent on n'est rien, on est que tu, on est aujourd'hui plus de 50% de ce que représente dans la réalité militante des camps qui sont tenus dans l'Union européenne par rapport à ce qu'est aujourd'hui la 4e internationale. Et je tiens à remercier tous ceux qui ont organisé ce camp. Et là, c'est déjà un pas énorme qu'on a franchi cette année en arrivant à faire ça. Du coup, vous l'avez compris, c'est plus l'école d'Isard, c'est plus l'école d'Isard et AR. Pour la première fois, c'est l'école d'une tendance internationale. C'est l'école co-organisée par la tendance pour l'international révolutionnaire. On n'avait jamais réussi à faire ça jusque-là. À chaque fois, on avait des débats. Au départ, c'était que Isard. Après, on discutait avec les Français, c'était Isard et AR. Donc, des Spartakos, les camarades, ils nous disaient. Et là, au final, on a réussi à organiser ça à l'échelle internationale. Donc, c'est notre première école de la tendance pour une internationale révolutionnaire. Je terminerai en parlant de petites choses. Vous avez remarqué que par rapport à l'année dernière, comme j'ai parlé du t-shirt concrètement, donc maintenant vous comprenez ce qu'il y a sur le logo du t-shirt, tendance pour une internationale révolutionnaire. Un autre truc concret, là sur la pancarte là-bas, il y a une 4e langue. D'habitude il y en avait 3. Il y a l'italien en plus. C'est parce que cette année il y a des camarades qui ne font pas partie de notre tendance internationale, qui ne viennent même pas de la même tradition, même pas du tout de la même tradition, le Picciele, mais avec qui on a des liens depuis plusieurs années. Et pour la première fois, ils sont venus, c'est nombreux, c'est leur plus grosse délégation, à 12 ans, et avec Marco Ferrando, qui est leur porte-parole national, que vous avez pu voir dans leurs interventions. Et ça, c'est le truc qui est positif, c'est que le fait qu'on se constitue, il y a des gens qui voient ce qu'on est en train de faire, qui sont d'accord avec, notre programme et de la manière dont on se construit, et qui regardent vers nous. Et le Picciele, cette année, ils ont eu une convention nationale pour parler de leurs questions internationales. Et ils sont très contents de cette convention. Et dans cette convention, qu'est-ce qu'ils ont proposé? De continuer le processus de rapprochement avec nous, et avec pour eux l'objectif clair de rejoindre notre tendance internationale. Donc ça, c'est la proposition du Picciele cette année, et c'est pour ça qu'ils avaient une délégation aussi importante. Alors évidemment... pour nous, on répond favorablement à l'idée de continuer les échanges, de continuer ce rapprochement. Il y a une proposition d'une campagne de meeting en Europe, mais il faudra qu'elle passe par l'Italie. Gaël en a déjà parlé. Mais évidemment, on ne sait pas jusqu'où ça ira cette histoire, parce que c'est un rapprochement
on vient de traditions différentes, on ne sait pas jusqu'où ça ira. Mais dans tous les cas, à l'étape où on est là déjà, le fait qu'on soit rapproché du PCL, ben ça veut dire qu'on a une meilleure compréhension de la situation en Europe. Cette année, quand il y a le pont de Gênes qui s'est effondré en Italie, ben, on a pu traduire en espagnol et en français un texte qui était le meilleur texte, par exemple nous dans le NPA, qui est sorti sur cette situation, et c'était le texte du PCL. Et eux, de leur côté, Gilets jaunes, maintenant on sait que ça se dit gilets jaunes, il y avait plein de, quand même, de grosses conneries qui se disaient sur les gilets jaunes. Il y avait quand même des cours internationaux comme celui du CCR qui disait qu'il y avait une situation pré-révolutionnaire en France, et que si on mettait tous des gilets jaunes et qu'on ne faisait pas grève, le capitalisme allait tomber. Eux, ça les grattait un petit peu, les copains italiens, ils ont dit « Vous pourriez pas nous traduire un ou deux trucs ?» Et eux, leur position sur les gilets jaunes, ils ont repris celle d'AER, qui ont traduit en italien, et pour eux, c'était la position la plus claire qu'il y avait sur la situation en France. Donc déjà, à cette étape, on a amélioré notre compréhension de la situation et ça nous aide pour intervenir. Voilà. Je terminerai juste par un truc, petite touche d'espoir. Quand même, tout ce qu'on raconte là, parfois ça peut paraître compliqué, même dans chacun de nos pays, quand on dit nous renverser Macron, on a chanté des trucs sur renverser Macron toute l'année, on n'a pas tout à fait renversé Macron. Construire une grève générale, insurrectionnelle, déjà dans nos pays, qui permettrait une rupture révolutionnaire, ça paraît un objectif assez haut. Mais la vérité, c'est que le capitalisme, il est mondial. Et qu'imaginez que même si la révolution, elle démarrait dans un pays, même si on arrivait à faire ça dans un pays, le capitalisme, il tomberait. Jamais, on sait tous dans cette salle que si on veut que la révolution elle aille jusqu'au bout, peut-être que ça démarrera dans un pays, mais elle devra être internationale, elle devra être mondiale. Le socialisme dans un seul pays, de Staline, on a vu ce que ça a donné, ça n'a jamais été la position des marxistes et des révolutionnaires. Donc on sait tous que la révolution elle devrait être mondiale. Ça paraît un peu barge quand on se dit d'aller voir les collègues, on est pour la révolution mondiale. Surtout quand tu es tout seul dans ton pays, français, espagnol, grec, américain, italien. Mais en fait, quand tu te dis que tu te rends compte qu'ici, on construit consciemment une organisation mondiale, une internationale, qu'on a des buts communs, qu'on arrive à intervenir ensemble dans la lutte des classes, comme on l'a fait pour la grève des postiers cette année par exemple, ben là on se dit que si on est déjà en train de tenter de construire une organisation mondiale pour le capitalisme, ça rend un peu concret, un peu possible le fait d'atteindre cet objectif, la révolution, une révolution mondiale, en finir vraiment avec ce système et avoir une société libérée de l'exploitation, mais aussi de toutes les oppressions. C'est possible, et avec une école comme ça, on reprend quand même un petit peu espoir dans la possibilité d'y arriver. Voilà.